En 12 mois, la demande mondiale de lithium bondit de 50%, créant une secousse discrète au cœur du Sahel, dans une région qui ne fournit qu'environ 5% de ce minerai stratégique. Ce décalage brutal entre besoins globaux et production réelle fissure un équilibre déjà précaire. Que signifie ce glissement pour Ibrahim Traoré et pour celles et ceux qui, loin du Burkina Faso, tentent de comprendre ce basculement silencieux? Car derrière ces chiffres apparemment abstraits, une bataille feutrée pour les ressources et pour le récit est en train de se déplacer vers Ouagadougou. La tension née de l'explosion de la demande mondiale de lithium ne se limite plus aux courbes de marché. Elle redéfinit les marges de manœuvre d'un pays placé au croisement des dépendances géoéconomiques du Sahel. Cette situation expose un enjeu central formulé en 10 mots. Sécuriser les ressources pour survivre dans un système sous pression. Dans les mois à venir, comprendre ce mécanisme devient indispensable pour anticiper les mouvements institutionnels et les recompositions silencieuses qui touchent le Burkina Faso. Dès le départ, il apparaît qu'une décision mineure peut parfois modifier tout un équilibre régional. Ce récit propose 3 choses. Éclairer ce qui motive réellement les réformes récentes, identifier comment les tensions extérieures s'infiltrent dans les structures internes et montrer pourquoi un geste administratif apparemment technique peut déclencher une onde bien plus large que prévu. Dans un environnement où chaque choix institutionnel se propage au-delà de son cadre immédiat, les enjeux deviennent à la fois politiques, économiques et narratifs. Ce qui se joue ici dépasse la simple gestion d'un secteur minier. C'est la capacité d'un État à maintenir sa cohérence face à des forces qui le dépassent. Un détail passé inaperçu révèle soudain l'ampleur des tensions latentes. La dissolution d'un organe électoral financé par l'extérieur intervient au moment précis où la demande mondiale de lithium bondit de 50%. Ce croisement entre un geste administratif et une donnée économique majeure expose un changement d'échelle que beaucoup n'avaient pas envisagé. Ce glissement discret éclaire la situation dans laquelle se trouve désormais inscrit Ibrahim Traoré. Le pays, longtemps perçu comme une périphérie silencieuse du système extractif mondial, apparaît à présent comme un espace où les décisions, en interne, se répercutent simultanément sur les plans politiques, économiques et narratifs. L'Afrique ne produit qu'environ 5% du lithium mondial, une proportion trop faible pour peser sur les chaînes de valeur, mais suffisamment stratégique pour attirer des intérêts militaires, diplomatiques et industriels. C'est précisément cette dissymétrie qui redéfinit les rapports de force dans la région. Pour saisir cette dynamique, il faut remonter plus loin. Pendant des décennies, les chaînes d'approvisionnement internationales ont capté la majeure partie de la valeur issue des ressources extraites sur le continent, laissant aux États producteurs une fraction minime des bénéfices. Ce cadre implicite a façonné les relations économiques et diplomatiques sans jamais être véritablement remis en cause. Lorsque les autorités burkinabées réorientent la gestion institutionnelle vers des structures locales, cette architecture se fissure, révélant des tensions que le récit extérieur avait partiellement masquées. Sur le terrain, les effets visifs deviennent visibles. Les administrateurs locaux, longtemps cantonnés à exécuter des procédures définies ailleurs, redécouvrent un rôle central dans l'organisation civique. Parallèlement, dans les zones proches des frontières maliennes, les tensions autour des ressources critiques se superposent aux rivalités sécuritaires. Ce chevauchement montre que la souveraineté institutionnelle ne peut être dissociée de la compétition géoéconomique qui traverse tout le Sahel. Ainsi, ce qui semblait n'être qu'un ajustement technique prend la forme d'un révélateur structurel. Une brèche s'est ouverte dans un système narratif stabilisé depuis trop longtemps, et c'est dans cette brèche que se redessinent aujourd'hui les équilibres autour du Burkina Faso. Les premiers signes d'un changement réel n'apparaissent pas dans les déclarations officielles, mais dans les bureaux modestes,
où de jeunes administrateurs redécouvrent une fonction dont ils ne maîtrisaient plus les contours. Longtemps limités à l'exécution de directives venues d'ailleurs, ils se retrouvent aujourd'hui au cœur d'un recentrage institutionnel qui élargit leurs responsabilités et réactive leur marge d'initiative. Ce déplacement silencieux transforme leur quotidien. Les circuits de décision deviennent plus courts, les marges d'interprétation plus larges, et l'idée d'une gouvernance ancrée localement cesse d'être théorique. Dans un premier exemple concret, dans une antenne administrative du Centre-Nord, une équipe habituée à valider mécaniquement des dossiers découvre qu'elle doit désormais décider de l'ordre des priorités locales. Cette responsabilité nouvelle modifie la relation entre agents et habitants. Les demandes ne sont plus transmises, elles sont débattues, hiérarchisées, assumées. Dans un second exemple, plus au nord, des équipes civiles impliquées dans la surveillance des zones sensibles observent un glissement subtil. Là où dominaient hésitation et dépendance, les décisions nationales acquièrent une légitimité différente. Elle n'est pas totale, elle n'est pas stable, mais elle suffit pour réorienter la lecture des tensions croissantes autour des espaces frontaliers riches en ressources critiques. Ces trajectoires parallèles montrent que les réformes, présentées comme techniques, produisent donc déjà des effets tangibles sur la manière dont les acteurs locaux perçoivent leur place dans l'appareil institutionnel. Un espace d'appropriation s'ouvre, encore fragile, mais suffisamment solide pour modifier les interactions quotidiennes entre terrain et structures centrales. Ce glissement discret pourrait remodeler durablement l'équilibre interne. Tout bascule lorsqu'un geste administratif, en apparence mineur, vient rompre l'inertie narrative qui entourait le Burkina Faso. Avant, la commission électorale financée depuis l'extérieur fonctionnait comme un élément stable d'un paysage institutionnel balisé. Après, sa dissolution déclenche une onde de choc immédiate, révélant un affrontement silencieux entre souveraineté locale et cadre importé. Cette décision, prise au moment même où la demande mondiale de lithium grimpe de 50%, projette soudain Ibrahim Traoré au centre d'un espace d'interprétation multiple. Chaque acteur extérieur lit l'événement selon ses préoccupations. Risques politiques, dérives institutionnelles, fragilisation régionale. Les chancelleries s'emparent du récit. Les analyses se multiplient. Les titres se figent en quelques heures. Une saturation narrative se met en place, imposant un cadre de lecture presque automatique. Sur le terrain, la dynamique suit un autre rythme. Les administrateurs locaux, récemment replacés au cœur des décisions civiques, reçoivent la nouvelle comme un signal de recentrage. Ils ne voient pas une rupture brutale, mais une clarification. Leur marge d'action change. Ce qui relevait d'un protocole extérieur devient matière à réorganisation interne. Les premiers ajustements se produisent rapidement. Les priorités se recomposent. Les arbitrages se rapprochent du terrain. Le moment déclencheur apparaît lorsque le moment déclencheur ne se limite pas à un acte administratif. Il entre en résonance avec une tension géoéconomique profonde. Une Afrique qui ne produit qu'environ 5% du lithium mondial, alors que le marché explose. Ce décalage, longtemps toléré, devient soudain impossible à ignorer. Le geste institutionnel ouvre une brèche dans laquelle se projettent enjeux sécuritaires, intérêts miniers et stratégies d'influence. La tension atteint son point culminant lorsque les récits se heurtent frontalement. À l'extérieur, un cadrage sévère, un diagnostic rapide, une inquiétude répétée. À l'intérieur, une volonté de réaffirmer le contrôle des processus. Les zones frontalières avec le Mali deviennent l'arène visible de ce conflit narratif. Là, les forces maliennes affrontent des groupes armés à proximité de secteurs riches en minéraux critiques. La région de Bougouni, jadis périphérique, se transforme en espace nerveux où convergent géologues, équipes civiles, réseaux économiques et acteurs de sécurité. Chaque déplacement y devient signifiant. Chaque décision y résonne plus fort que prévu. Les répercussions apparaissent ensuite
Et ensuite, les répercussions ne se limitent plus au Burkina Faso. Les institutions internationales réévaluent leurs partenariats. Les entreprises impliquées dans les chaînes d'approvisionnement en lithium réexaminent leur modèle d'investissement, cherchant des signaux de stabilité. Les diplomates ajustent discours et priorités, conscients que la moindre inflexion peut être interprétée comme un choix d'alignement. Dans le pays, les perceptions évoluent lentement. Ce qui semblait imposé devient discutable. Ce qui paraissait figé devient modulable. Les citoyens observent que les tensions entre pression extérieure et marge interne ne sont plus abstraites. Elles traversent désormais les débats locaux, les projections régionales, les anticipations économiques. Dans cet enchaînement, la figure d'Ibrahim Traoré devient un repère, non par la force d'un récit unifié, mais parce que chaque événement semble désormais passer par le prisme de la souveraineté institutionnelle. Le fil des événements montre une vérité simple. Un glissement discret peut suffire à déplacer les lignes d'un système entier. La trajectoire devient lisible dès que l'on replace les données dans leur enchaînement logique. Le point de départ est un marché mondial qui augmentait régulièrement la demande en lithium. Puis survient une rupture brusque avec une hausse de 50% en un an, transformant une tension diffuse en pression structurante. Cette accélération ne constitue pas une simple fluctuation conjoncturelle. Elle modifie mécaniquement la hiérarchie des priorités pour les États situés à proximité des zones riches en ressources critiques. Pour comprendre pourquoi cette variation produit un tel effet, il faut examiner l'écart entre potentiel géologique et production réelle. L'Afrique ne représente qu'environ 5% de la production mondiale, une proportion faible mais décisive pour mesurer la fragilité structurelle de la région. Ce chiffre indique un décalage entre capacité disponible et maîtrise effective, un écart qui devient particulièrement visible lorsque les récits extérieurs se superposent aux réalités locales. Un autre repère éclaire la dynamique globale. Près de 200 milliards de dollars quittent chaque année le continent sous forme de ressources brutes. Ce flux montre que la valeur se déplace principalement hors du territoire extractif, révélant une dépendance systémique durable. Il devient alors possible de comprendre pourquoi une décision administrative interne, même minime, peut déclencher des réactions disproportionnées dans les espaces diplomatiques et industriels. Ces trois chiffres, 50%, 5%, 200 milliards, formant un triptyque interprétatif. Ils ne disent pas tout, mais ils structurent la lecture des tensions. Chacun éclaire une dimension différente du système. La vitesse du marché, la faiblesse relative de la production locale et la perte de valeur chronique. Ensemble, ils révèlent un écart que le récit dominant avait longtemps atténué. Lorsque cet écart devient visible, il modifie les comportements des acteurs. Les entreprises engagées dans les chaînes industrielles du lithium réévaluent leur exposition. Une demande qui grimpe aussi rapidement rend soudain crucial les régions autrefois considérées comme périphériques. Les institutions internationales réexaminent les partenariats qu'elles pensaient stables. Les diplomaties ajustent leur cadrage, conscientes que la moindre variation peut modifier les équilibres régionaux. Sur le terrain, ces transformations se manifestent d'une manière plus concrète. Dans les zones frontalières du Mali, la présence de minéraux critiques redéfinit les interactions entre groupes armés, forces nationales et intérêts économiques. La région de Bougouni illustre cette superposition. Un espace longtemps en marge devient un nœud d'attention, non par événements spectaculaires, mais par accumulation de signaux convergents. Chaque intervention y acquiert un poids nouveau. Chaque déplacement y devient un indice de recomposition. Ces données, en apparence neutres, jouent alors un rôle déterminant. Elles servent de repère pour interpréter une transition institutionnelle qui, autrement, pourrait sembler purement administrative. Elles montrent surtout pourquoi les perceptions extérieures réagissent pas plus vite que les structures internes. La tension ne réside pas seulement dans le geste institutionnel, mais dans l'écart déjà ouvert par les dynamiques du marché mondial. Ainsi se referme le premier arc analytique. La variation des chiffres explique la variation des récits. Et c'est précisément cet enchaînement, du marché au récit, puis du récit au terrain,
qui prépare les confrontations argumentatives du segment suivant. L'un des arguments les plus régulièrement avancés dans les analyses extérieures affirme que la présence internationale constitue un rempart indispensable dans un Sahel traversé par des crises structurelles. Selon cette lecture, les dispositifs militaires venus de l'extérieur, les programmes institutionnels financés par des partenaires et les cadres administratifs importés assurent une stabilité minimale que les structures locales ne pourraient, selon eux, garantir seules. Les partisans de cette position soulignent la technicité des opérations, la complexité logistique qu'exige la surveillance territoriale et la multiplicité des acteurs armés opérant entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans cette perspective, toute remise en cause de ces partenariats semble ouvrir un risque immédiat de déstabilisation, d'autant plus visible que les zones frontalières abritent des minéraux critiques convoités. L'argument inverse, très présent dans les discussions africaines, repose sur une autre architecture d'interprétation. Il rappelle que la longue présence militaire extérieure n'a pas entraîné de réduction significative des violences, mais qu'elle a souvent renforcé une dépendance structurelle, institutionnelle et narrative. Les dispositifs soutenus par des financements étrangers sont parfois perçus comme la continuité d'un cadre hérité, maintenant les pays sahéliens dans une position subalterne. Les tensions accrues autour des zones frontalières riches en ressources critiques, notamment près de Bougouni, alimentent cette perception. La sécurité semble répondre autant à des intérêts extérieurs qu'à des besoins locaux. Pour répondre solidement à ces deux visions, il faut revenir aux données révélées plus tôt. La demande mondiale de lithium augmente de 50% en un an. L'Afrique ne représente qu'environ 5% de la production mondiale. Près de 200 milliards de dollars quittent le continent chaque année sous forme de ressources non transformées. Ce triptyque met en lumière un déséquilibre préexistant que ni la présence extérieure ni son absence ne suffit à résoudre. Il révèle que la question centrale n'est pas de choisir entre deux blocs opposés, mais de comprendre comment les États concernés peuvent définir eux-mêmes les conditions de leur stabilité et de leur souveraineté institutionnelle. Ainsi, la confrontation entre ces deux argumentaires ne débouche pas sur une conclusion tranchée, mais sur un constat. La dynamique en cours exige un cadre nouveau, capable d'articuler réalité locale, pression extérieure et contrôle des ressources critiques. Une fissure lente, invisible pendant des mois, devient assez nette pour obliger tous les acteurs à revoir leur grille de lecture. Ce tournant ne vient ni d'un discours officiel, ni d'une rupture spectaculaire, mais d'un glissement progressif, où les voix locales s'imposent face au cadrage extérieur. Dans cette séquence mouvante, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère involontaire, un point autour duquel se cristallisent perception, critique et réajustement. À ce stade du récit, une dynamique nouvelle se révèle. Les récits sahéliens gagnent en cohérence. Ils se déploient avec une assurance qui oblige les observateurs extérieurs à reconsidérer leurs catégories habituelles. Une décision administrative, une modification institutionnelle, un choix de gouvernance locale prennent une dimension qu'ils n'avaient jamais eue dans le passé récent. Le sens des événements cesse d'être dicté depuis l'extérieur. Il commence à émerger du terrain lui-même. La bascule est discrète mais réelle. Les alliances se déplacent. Les alertes diplomatiques se modulent. Les anticipations stratégiques se réécrivent. Le cadrage dominant perd son évidence. Une zone d'incertitude productive s'ouvre. À partir de ce moment, tout ce qui suit sera lu à travers cette nouvelle orientation, où chaque geste interne peut désormais redéfinir les rapports de force. Les répercussions du midpoint deviennent tangibles dès que l'on observe les effets sur 4 niveaux interdépendants. Le tournant narratif ne reste pas abstrait. Il se matérialise dans les institutions, les entreprises, les citoyens et l'écosystème régional. Dans cette progression, la figure d'Ibrahim Traoré sert à nouveau de repère, car chacune de ces dynamiques se réorganise autour de la question de souveraineté institutionnelle révélée plus tôt.
Les administrations locales, déjà replacées au centre du dispositif, consolident progressivement leur rôle. Leur marge d'initiative s'élargit, non par décret spectaculaire, mais par accumulation de décisions internes qui modifient la façon dont elles structurent leurs priorités. La dissolution d'un organe financé depuis l'extérieur devient ainsi un précédent interprétatif. Elle offre un cadre où les acteurs publics testent la solidité de leur autonomie. Dans ce mouvement, les structures étatiques ressentent un besoin croissant de clarifier leur processus pour éviter les interprétations extérieures trop rapides. Les entreprises impliquées dans les chaînes d'approvisionnement du lithium se retrouvent exposées à une incertitude nouvelle. La hausse mondiale de 50% recadre leur modèle. Un espace considéré naguère comme marginal devient un point de vigilance stratégique. Certains investisseurs observent les tensions institutionnelles comme un risque. D'autres y voient un signal de réorganisation favorable à une maîtrise plus locale des ressources. Le résultat est le même. Le Burkina Faso cesse d'être un arrière-plan et devient un paramètre central dans les projections industrielles. Dans les villes comme dans les zones rurales, la perception de la transition évolue lentement, mais sûrement. La possibilité d'un contrôle accru sur les ressources critiques donne une densité nouvelle au débat public, jusque-là dominé par les cadrages extérieurs. Cette revalorisation du discours local renforce un sentiment d'appropriation institutionnelle. Elle nourrit aussi une attente. Si la souveraineté progresse, les bénéfices devront finir par se matérialiser dans la vie quotidienne. Au niveau régional, la recomposition est plus visible encore. Les tensions frontalières avec le Mali, surtout autour des secteurs riches en minéraux critiques, deviennent le théâtre où se confrontent intérêts locaux et stratégies extérieures. La zone de Buguni illustre cette superposition. Rivalité sécuritaire, ambition économique et récits concurrents y convergents. Dans ce contexte, la trajectoire du Burkina Faso influence la manière dont les voisins envisagent leurs propres réformes et leurs partenariats futurs. À mesure que ces effets se propagent, un fait s'impose. La bascule décrite au midpoint n'est plus seulement narrative, elle devient structurante. Ce déplacement du centre de gravité fait d'Ibrahim Traoré un point de comparaison à l'échelle sahélienne, non par héroïsation, mais parce que chaque acteur utilise sa trajectoire pour interpréter la sienne. Ainsi, les conséquences ne se limitent pas à l'interne. Elles reconfigurent les anticipations d'un ensemble régional en quête de cohérence. Les prochains mois s'ouvriront sur une zone d'incertitude où les tensions actuelles, encore en recomposition, chercheront un point d'équilibre. Plutôt que de projeter une trajectoire unique, 3 scénarios cohérents permettent d'observer les possibilités qui se dessinent. Ils ne prétendent pas prédire. Ils servent à organiser l'analyse autour des forces déjà visibles, des hésitations persistantes et des marges de manœuvre institutionnelles révélées depuis la dissolution de l'organe financé de l'extérieur. Une première trajectoire possible se dessine. Les autorités poursuivent la recentralisation institutionnelle tout en maintenant un dialogue diplomatique actif, de manière à éviter une montée inutile des tensions. Les partenaires extérieurs, surpris par la reconfiguration, adoptent une posture d'observation sans désengagement immédiat. Les frontières avec le Mali demeurent sensibles, mais les affrontements restent limités à des poches localisées. Les investissements n'augmentent pas réellement, mais ne chutent pas non plus, laissant le pays dans une zone de stabilité relative. Ce scénario repose sur un fragile fil de continuité, où chaque décision interne doit éviter d'amplifier les pressions extérieures. Une deuxième trajectoire, plus ambitieuse, apparaît. Le recentrage institutionnel inspire d'autres États du Sahel, enclenchant un mouvement régional axé sur la souveraineté économique. Les administrations locales gagnent en efficacité, renforcées par une lecture plus cohérente des enjeux liés aux ressources critiques. Les accords miniers sont renégociés sur des bases plus équilibrées, permettant une capture légèrement supérieure de valeurs locales. Les tensions aux frontières qui diminuent grâce à une coordination accrue entre gouvernements voisins.
Les signaux d'amélioration se manifestent dans certaines zones rurales et dans des secteurs urbains, consolidant la perception d'une transition structurelle crédible. Une troisième trajectoire, plus défavorable, se profile. Plusieurs puissances extérieures intensifient leurs interventions économiques, diplomatiques ou sécuritaires afin de protéger leurs intérêts liés aux minéraux critiques. Les tensions autour des zones frontalières maliennes augmentent et risquent de provoquer un dérapage militaire. Les investissements se contractent rapidement, fragilisant les équilibres sociaux internes. Dans ce climat saturé, les récits extérieurs se durcissent, renforçant la perception d'isolement. La marge de manœuvre institutionnelle se réduit, transformant la transition en un processus défensif plutôt qu'en un projet structurant. Plutôt que d'imaginer quel scénario l'emportera, il devient plus pertinent d'observer comment chaque acteur ajuste ses décisions au fil des tensions. La clé n'est pas de prévoir, mais de lire les signes faibles qui indiquent vers quel équilibre la région pourrait se diriger. Les recompositions en cours dans le Sahel, souvent décrites sous l'angle géopolitique ou économique, prennent une forme plus intime lorsqu'on s'intéresse à celles et ceux qui vivent ces transformations au quotidien ou qui les observent depuis la distance. Elles ne se limitent pas aux structures de l'État ou aux dynamiques régionales. Elles résonnent dans les trajectoires individuelles, dans les attentes sociales et dans les interrogations citoyennes. Pour les citoyens vivant sur le continent africain, pour de nombreux habitants du Burkina Faso et des pays voisins, les réformes institutionnelles offrent la possibilité de repenser la relation entre gouvernance et population. Le recentrage des décisions internes laisse entrevoir un modèle plus adapté aux réalités locales, où les communautés ne sont plus de simples spectatrices, mais des participantes actives. Cette perspective ne résout pas toutes les tensions, mais elle redonne un rôle tangible aux acteurs de proximité. Pour celles et ceux issus de la diaspora burkinabé, souvent placés au croisement de plusieurs espaces narratifs, la diaspora oscille entre enthousiasme prudent et vigilance. Certaines y voient un rééquilibrage attendu depuis longtemps. D'autres redoutent que les tensions diplomatiques n'affectent les mobilités, les opportunités ou les investissements. Dans ce jeu de lecture croisée, la diaspora devient un médiateur essentiel, capable de nuancer les récits extérieurs et d'expliquer les motivations internes. Pour les lecteurs observant la région depuis l'extérieur, pour celles et ceux qui suivent le Sahel depuis l'international, cette séquence invite à reconsidérer des notions trop vite figées: stabilité, souveraineté, partenariat. L'évolution actuelle montre que ces catégories doivent être relues à travers les dynamiques internes et non uniquement depuis l'extérieur. Observer ces transformations avec attention. Accueillir la complexité plutôt que la simplification. Stabiliser une transition fragile exige plus qu'un discours. Il faut une architecture opérationnelle capable de réduire les pressions extérieures tout en renforçant la cohérence interne. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure solitaire, mais comme un vecteur d'orientation autour duquel s'organise un processus collectif. 5 étapes, clairement définies, structurant cette trajectoire. D'abord, il s'agit d'ancrer la gouvernance locale. Qui? Administration territoriale. Quoi? Redéployer les circuits de décision vers les structures de proximité. Quand? Immédiatement, par ajustement progressif. Mesure. Capacité des relais locaux à exécuter et ajuster des priorités sans dépendance extérieure. Ensuite, la priorité devient la sécurisation des zones sensibles. Qui? Équipes civiles et autorités frontalières. Quoi? Coordonner les interventions autour des espaces où se croisent sécurité et ressources critiques. Quand? En continu, lors des cycles de tension. Mesure. Réduction du risque de dérapage narratif ou stratégique. Puis vient le rééquilibrage des partenariats économiques. Qui? Institutions nationales. Quoi? Renégocier les accords liés aux matières premières pour renforcer la valeur locale.
Quand? Dans les fenêtres diplomatiques ouvertes par la recomposition actuelle. Mesure. Proportion de valeur captée dans les chaînes de production. Dans le même mouvement, unifier le récit national devient essentiel. Qui? Acteurs institutionnels et communicants publics. Quoi? Clarifier les objectifs internes pour éviter les interprétations extérieures rapides. Quand? Dans chaque séquence décisionnelle. Mesure, cohérence, perçue du discours national. Enfin, consolider les alliances régionales s'impose. Qui? États voisins du Sahel. Quoi? Harmoniser les politiques et partager l'information stratégique. Quand? Durant les recompositions en cours. Mesure, capacité collective à maintenir la résilience régionale. Ce cadre transforme une transition fragile en trajectoire, capable de durer. Au cœur de la transition, un détail longtemps relégué à l'arrière-plan retrouve son importance. Ces jeunes administrateurs et ces équipes civiles qui, dès les premiers ajustements institutionnels, ont porté sans bruit les gestes fondateurs du changement. Leur travail quotidien forme la trame humaine qui relie les différentes séquences politiques observées jusqu'ici. Pendant que les récits extérieurs se succédaient et que les interprétations divergent, ce sont eux qui ont maintenu vivante la continuité administrative nécessaire. Dans ce contexte mouvant, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un déclencheur isolé que comme un point de convergence. Sa trajectoire cristallise les débats sans les enfermer. Elle offre un repère, une surface d'interprétation, un espace où se rencontrent attentes, critiques et espoir. Ce rappel du motif initial éclaire la cohérence de l'ensemble. Le changement ne se construit jamais uniquement dans les centres décisionnels, mais dans les gestes discrets qui rendent occasion de chaque évolution possible, à mesure que les tensions se résorbent ou se déplacent. Un constat demeure. La profondeur du changement repose sur celles et ceux qui transforment les intentions en actes. Ce sont eux qui donnent corps au récit. Le futur avance grâce à ces mains silencieuses.